Sur les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, en n'excluant pas l'envoi de troupes au sol, en exhortant les alliés de la France à ne pas être lâches, le président de la République en fait-il trop, au risque d'agacer nos alliés, au risque d'isoler la France, au risque de l'escalade avec la Russie? On pose ces questions à Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, président du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. Bonjour. Et à Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Et bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Une semaine du grand débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Débat suivi d'un vote. Revenons sur ces dernières déclarations du président de la République qui ont fait énormément réagir, à la fois en France et en Europe. Après avoir été accusé par nos alliés d'être à la traîne sur l'aide militaire à l'Ukraine, Emmanuel Macron assume ces dernières semaines de hausser le ton. Le président réunit ce matin les chefs de parti aux rencontres de Saint-Denis. Vous irez, Manuel Bompard, comme chef de parti? Oui, bien sûr, j'irai. Je dirais mon inquiétude face à ces déclarations, on va y revenir. Alors tout de suite, je porterai un certain nombre de propositions. Eh bien, la question vous est posée tout de suite. Qu'est-ce que vous direz tout à l'heure devant le président de la République et les autres chefs de parti? Est-ce que vous avez le sentiment que ces déclarations d'Emmanuel Macron vont trop loin? Oui, bien sûr, et je lui dirai que plutôt que de prétendre, comme il le fait, vouloir être en quelque sorte le leader du camp de la guerre, je pense que la France devrait plutôt prendre la tête du camp de la paix, tout simplement. Et donc je lui dirais que ces déclarations sont dangereuses, qu'elles font courir un risque d'escalade avec une puissance dont je rappelle qu'elle dispose de l'arme nucléaire, et que par ailleurs ces déclarations sont contre-productives, puisqu'il disait lui-même qu'il avait l'intention de créer une ambiguïté stratégique, c'est les termes qui ont été employés, et que en fait ces déclarations ont produit le résultat exactement inverse, puisque l'ensemble de nos alliés au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, ont dit précisément qu'il n'était pas question pour elle d'envoyer des troupes en Ukraine, et donc s'il s'agissait de créer une ambiguïté stratégique, elle est précisément levée. Benjamin Haddad. Les mecs, qu'est-ce qui se passe pour Manuel Bompard? Il est en âge de partir faire la guerre. Les gars, les opposants politiques à la politique de Macron, s'il y a une guerre, qu'est-ce qu'ils deviennent, les gars? Ils deviennent quoi, ces types? Ils sont envoyés au front, ou ils peuvent utiliser une sorte de d'immunité parlementaire, ou je ne sais pas quoi? Genre, comment ça se passe? Moi, je suis curieux, moi. Moi, en vrai, je suis curieux, les gars. C'est une bonne question. C'est une bonne Je crois que le président a raison d'appeler au sursaut collectif des Européens à un moment grave de notre histoire. On a une guerre sur notre continent avec la Russie qui redouble d'agressivité à notre égard, des cyberattaques, des ingérences, des provocations. On a les États-Unis qui nous tournent le dos, avec le Congrès qui est bloqué aujourd'hui sur l'aide financière, demain l'élection de Trump. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que nous, Européens, on est capable d'assumer seul notre sécurité et de continuer à aider l'Ukraine? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Je crois que si on abandonnait l'Ukraine, à ce moment, ça aurait des conséquences désastreuses sur notre sécurité, des conséquences existentielles pour l'Union européenne. Et donc, Emmanuel Macron veut secouer les Européens avec ces déclarations, envoyer un signal de fermeté aussi à Vladimir Poutine en montrant que le temps ne joue pas en sa faveur, que nous ne nous lasserons pas et que les armes, sa stratégie ne fonctionnera pas. Et puis je voudrais aussi rappeler que, au-delà de ces déclarations qui ont fait beaucoup de commentaires, il y a aussi des actes concrets qui sont la conséquence de cette conférence qu'a organisée la France. La coalition sur les missiles de longue portée, des nouvelles initiatives sur l'artillerie, les munitions, tout ce dont ont besoin immédiatement les Ukrainiens pour se défendre. La France Insoumise s'est opposée depuis 2 ans à toutes les mesures d'aide, toutes les mesures de soutien militaire à l'Ukraine, mais c'est totalement vrai, et vous le savez, depuis le début... Mais quoi? Mais attends, mais ils ont toujours soutenu l'Ukraine, la France Insoumise. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est qui, lui? Depuis le début, vous vous êtes opposé à toutes les résolutions à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, à tout ce que nous avons proposé en disant que nous serions co-belligérants même si on envoyait des casques. Et bien nous, on assume effectivement que cette guerre engage notre sécurité. Vous allez répondre, Manuel Bompard, à vous. Non, mais d'abord, c'est complètement faux de dire que la France Insoumise se serait opposée à des mesures de soutien à l'Ukraine face à une agression qui est une agression inacceptable. Bien évidemment, nous avons posé un certain nombre de conditions à ces envois d'armes. Nous avons dit d'abord que nous souhaitions qu'il puisse y avoir un débat et des décisions au Parlement. Et deuxièmement, nous avons dit que les livraisons d'armes devaient remplir un certain nombre de conditions, c'est-à-dire répondre à des demandes du pouvoir ukrainien, premièrement, et deuxièmement, ne pas permettre de frapper le territoire russe, parce que sinon nous deviendrons co-belligérants. Donc il faut être un peu précis dans les critiques que vous faites vis-à-vis de notre position. Pour le reste, le volontarisme du discours
ne réglera pas le problème, ne réglera pas la situation. Et moi, je pense et j'assume de dire que, de mon point de vue, la voie militaire est une impasse. Et que la seule voie réaliste pour obtenir le plus rapidement l'arrêt des hostilités, parce que je vous rappelle que chaque jour, chaque semaine, chaque mois de guerre supplémentaire, c'est des troupes russes, des troupes ukrainiennes, des civils ukrainiens, des civils russes qui meurent. Oui. C'est faire courir des risques de catastrophes climatiques. Je vous rappelle qu'il y a des combats autour de centrales nucléaires. Donc il faut être un peu raisonnable et un peu sérieux. Donc, jeudi prochain, il faut créer les conditions le plus rapidement possible. Vous avez demandé, et c'est vrai que vous demandez depuis des mois et des mois un débat au Parlement et un vote. Vous voterez jeudi prochain, sera mis au vote l'accord bilatéral d'aide à l'Ukraine qui a été signé il y a une semaine entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Vous le voterez, cet accord d'aide ? D'abord, je vais vous dire que, à ma connaissance, nous n'avons pas connaissance à ce stade de l'ensemble des éléments qu'il y a dans cet accord. Mais si, comme les informations qui me proviennent sont exactes, c'est-à-dire que contient dans cet accord la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, je suis opposé à ces deux mesures. Donc vous ne le voterez pas jeudi prochain ? Dans ce cas-là, nous ne le voterons pas. Benjamin Haddad. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi la guerre, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et la paix que vous proposez, c'est une capitulation. Depuis le début, vous vous êtes opposé à toutes les mesures de soutien, je le répète, il suffit de regarder, mais c'est public, toutes les l'historique de vote, des résolutions de soutien, les résolutions au Parlement européen, vos prises de position sur les demandes d'armes des Ukrainiens, comme les missiles de longue portée, comme les chars AMX, toutes ces, comme les canons César. Vous vous êtes opposé à chaque fois, mais au fond, c'est pas nouveau, puisque depuis déjà une dizaine d'années, vous vous alignez systématiquement avec la propagande du Kremlin. Je rappelle qu'en 2014, Jean-Luc Mélenchon avait dit que l'annexion de la Crimée, c'était une aubaine, parce que c'est toujours ça que l'OTAN n'aura pas, qu'il avait répété à nombreuses reprises que c'était un coup d'État néo-nazi à Kiev, là une fois de plus, se faisant le perroquet de la propagande de Vladimir Poutine, et que si vous aviez été au pouvoir, on aurait abandonné, on aurait laissé mourir les Ukrainiens. Eh bien nous, encore une fois, on assume avec nos alliés, avec nos partenaires, et d'ailleurs on soutient nos alliés, puisque je rappelle que vous avez aussi voté contre l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN. Là, c'était une demande de nos partenaires de l'Union européenne qui voulaient pouvoir être protégés et parce qu'ils sont directement menacés par la Russie. La vérité, c'est qu'en fait, depuis 2 ans, vous êtes complètement alignés d'ailleurs sur le Rassemblement national sur la question de la Russie et de l'Ukraine, mais en plus, vous n'avez pas d'emprunt à rembourser, donc vous faites ça gratis. Il est en train de se faire, boire un petit peu, Manuel Bompard, là. Hein. Il est en train de se faire boire, hein. Il est venu préparer le mec de Renaissance. Il est venu préparer, exactement. Il est là pour tirer des balles, là. Oh là là. Je veux dire, vous pouvez continuer. En fait, c'est assez classique. Vous savez que le camp des va-t-en-guerre caricature toujours le camp de la paix. Et ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Mais la paix, c'est-à-dire que quand vous défendez... La paix, autour de quel sortez des slogans. Mais d'abord, je... Non, mais monsieur Bompard, comment est-ce qu'on met monsieur Poutine à une table de négociation ? Donc je vais répondre à votre question, mais d'abord, je veux répondre aux accusations extrêmement infamantes qui ont été tenues à cet instant. Toujours dans l'histoire, les gens qui défendaient la paix ont toujours été caricaturés comme des alliés et des adversaires. Donc c'est une constante, c'est pas nouveau. Pendant la guerre en Irak, quand nous nous opposions à la guerre en Irak, on disait de nous que nous avions un esprit munichois déjà à l'époque. Donc il faut. En l'occurrence, la France y est opposée, la France au pouvoir, et c'était des Dominique Villepin et Jacques Chirac. Ceux qui étaient partisans de cette guerre proféraient à l'égard de ceux qui étaient opposés les mêmes accusations. Monsieur, ce que vous avez dit, j'ai pas le temps de corriger l'ensemble de fausses informations, est faux à la fois sur les votes au Parlement européen, à la fois sur notre position sur les livraisons. Mais puisque la paix est votre objectif, quel est le chemin vers la paix? Je vais répondre à votre question et je vais vous surprendre. Moi, je suis d'accord avec le président de la République, Emmanuel Macron, quand il y a un an, disait que le retour à la paix nécessitait de mettre sur la table des garanties de sécurité mutuelle. C'est les termes qu'il a employés à l'époque. Et je pense qu'il y a effectivement un chemin pour obtenir un accord de paix qui passe par le fait de mettre en œuvre des garanties de sécurité mutuelle. Je pense que c'est le seul chemin. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Ça veut dire des garanties de sécurité mutuelle, ça veut dire des garanties. Qu'est-ce qu'il faut donner comme garantie à Vladimir Poutine? Je pense qu'il faut, quand on parle de garanties de sécurité mutuelle, c'est-à-dire des garanties de sécurité pour l'Ukraine et des garanties de sécurité pour la Russie. Ces garanties de sécurité pour la Russie, c'est précisément le fait que l'OTAN ne vienne pas jusqu'aux frontières de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle je suis opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, parce que là, ça rendrait totalement impossible ensuite la perspective d'un accord de paix. Alors sur ce point, Benjamin Haddad, sur les garanties à donner des deux côtés, les garanties mutuelles. Moi, je suis très ému de vous entendre. Ça peut s'entendre. Donc là, est-ce qu'on va regarder un peu de Dragon Ball Z ce soir? Pourquoi? Genre, pourquoi je devrais arrêter tout ça pour aller regarder Dragon Ball Z? Pourquoi?
quoi? Pourquoi pas? Bah non. Non. Genre, y a un hommage, ok, mais c'est pas dans mon emploi du temps, en fait. On va pas tout cancel pour faire une soirée hommage. Genre, non. Entend soutenir le président de la République. Mais en effet, vous l'avez dit, la France a toujours choisi la voie de la diplomatie. Et le président de la République... Je te jure, t'as rendu hommage sur Twitter, c'est bon, la vie continue. Bah ouais, enfin, tu crois que je suis une chaîne de télévision? T'as cru que j'étais MCM? J'étais Game One? Il est bizarre, lui. Avait tenté ce dialogue avec la Russie en proposant une architecture de sécurité européenne. C'est un ouf. Qui l'a refusé? Qui a choisi la guerre? C'est Vladimir Poutine. J'ai vu votre programme. Ce que vous proposez, c'est une grande conférence de sécurité sur les frontières, d'ailleurs, donc qui redessinerait d'ailleurs les frontières de l'Ukraine, les frontières internationalement reconnues selon le droit international, les frontières qui ont fait l'objet d'un référendum de soutien de la population ukrainienne. Mais ça y est, calme-toi. Ok, c'est bon, ça y est, calme-toi. Mais je suis calme, hein, je suis calme, je suis calme, mais je ne suis pas le Club Dorothée, exactement, Nelson. Je ne suis pas une chaîne de télévision, mec. Je suis un streamer. Mais il n'y a pas de problème, hein. Je suis calme. Mais une grande conférence... Je te promets que je suis calme. Une conférence sur les frontières, c'est Monsieur pour Bompard, régler par la voie pacifique les choses, pour qu'elles ne se règlent pas par la voie militaire. Au fond, ce que vous proposez... En fait, quand vous proposez de discuter avec les gens, vous en pensez même qu'il temps, c'est s'agissait de inaudible céder pour à les une gens. exigence de votre Monsieur Bompard, non mais il faut être un peu précis et rappeler l'histoire. Ce que vous proposez, c'est au fond ce qu'on a fait avec la Russie en 2008 quand elle a agressé la Géorgie. On lui a donné 20% du territoire. Ce qu'on a fait en 2014 où on a fini par céder après l'annexion de la Crimée et après l'attaque contre le Donbass. Ça n'a fait que renforcer l'agressivité de la Russie. Moi, la question que je vous pose, elle est très simple. C'est si vous voulez une négociation, mais pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, demain, irait négocier alors qu'il a le sentiment que le temps joue en sa faveur, qu'il va y avoir une élection américaine demain qui va peut-être faire que les Américains abandonnent l'Ukraine, que peut-être que les Européens vont se diviser, vont se lasser. C'est le pari. Mais les mecs, les gars, c'est sûr que Trump, il gagne à 100% ou pas? Genre, Trump, là, c'est fini. Là, Biden, c'est fini pour lui, là. C'est sûr et certain que Trump, il va passer, genre. J'ai l'impression que tous les politiciens de France parlent comme si Biden, il est fini, genre. Pour moi, oui. C'est bien parti, en vrai. Il y a moyen de là. Ok. Bon, bah... Il y a même pas une once de suspense, parce que, je suis désolé, en France... Je vais pas vous mentir, les mecs, hein, pendant l'élection présidentielle, il y avait un petit suspense en mode Marine Le Pen allait peut-être passer. Même si la gauche, ils ont fait la publicité du ni Marine, ni Macron, ou je sais pas quoi, ou indirectement voter Macron... Il y avait un petit suspense quand même pour que Marine passe. Mais là, j'ai l'impression que Trump, il a le tapis rouge, là. Hein. Il a le tapis rouge. C'est fou, non? Vladimir Poutine depuis le début, et il sait qu'il peut avoir des alliés idéologiques dans un certain nombre de pays européens qui, au fond, disent il ne faut pas livrer d'armes. Il y a un récent sondage qui dit que Biden passe large. Ah ouais, putain. Donc là, en 2027, il faut être réaliste sur qui sera au pouvoir aussi. Bourri. Je connais ton pseudo, Bourri. Je sais que tu regardes mes streams depuis des mois et des mois. Tu connais mon discours par rapport à la perspective de 2027. C'est triste. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais, je répéterai toujours ça. Et je pense que j'ai 3 ans pour essayer d'inverser la tendance à mon échelle. C'est d'inciter les jeunes à voter. C'est ma seule mission, les mecs. C'est ma seule mission. D'inciter les jeunes de quartier, là où il y a le gros taux d'abstention, dans les cités, les quartiers, la jeunesse. Même la jeunesse rurale, hein. Allez voter. C'est peut-être ma seule mission, les mecs. Le Flamingo vote, et vous? Pascal Praud vote, et vous? Les grands racistes de France votent, et vous? Qu'est-ce que vous attendez, les mecs? Il ne faut pas faire de sanctions, il faut lâcher l'Ukraine, des alliés de la Russie. Mais fondamentalement, vous êtes les alliés objectifs de la Russie dans sa stratégie. Elle pense que les C'est pas faux, mais voter, c'est cautionner le système aussi. Bah, Jacques Horreur, moi je l'ai toujours dit en stream, malheureusement, on est obligé de jouer, on est obligé d'accepter les règles démocratiques de notre République pour faire passer notre président et faire passer potentiellement nos idées. On l'a fait avec Hollande, qui était la gauche PS, quoi. Malheureusement, il nous a trahis. Si, malheureusement, on a un Mélenchon qui finit par nous trahir 1 an après son élection, bah les gars, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais bon, je vais pleurer des larmes si c'est Mélenchon, mais si c'est Marine Le Pen, je vais pleurer du sang, frère. Je vais pleurer du sang. Donc ce serait pire encore. Donc autant voter pour Mélenchon. S'il nous trahit, bah frère, qu'est-ce que je te dise? Mais moi, j'aurai des larmes, ce sera de l'eau, quoi, de l'eau salée. Plutôt que mon sang. Bah ouais.
Européens. Alors la parole à Manuel Bompard. D'abord, La seule façon d'amener un jour une négociation, la seule façon d'amener une négociation, c'est d'imposer un rapport de force. C'est un vote de avec désespoir. D'abord, je vais vous dire que, pour que vous arrêtiez avec cette caricature très stigmatisante et insultante, que, en ce qui me concerne, mes alliés en Russie, les gens avec qui je travaille sont en prison, et pour certains d'entre eux, nous avons contribué à les exfiltrer pour faire en sorte qu'ils puissent quitter le territoire russe, et nous hébergeons 3 opposants politiques russes à Vladimir Poutine, dont je peux citer le nom d'une personne, monsieur Alexei Sakhnine, qui participe des mouvements de gauche russes contre la guerre. Donc ne racontez pas n'importe quoi sur le sujet, parce que notre position est extrêmement claire. Pour le reste, je comprends, et je suis même d'accord avec vous, si on veut parler sérieusement, que la voie diplomatique est une voie compliquée. Mais ce que je n'ai pas compris, moi, c'est quelle est la voie que vous proposez, vous? Parce que vous êtes en train de nous dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, le rapport de force sera encore plus défavorable. Quelle voie vous proposez, à part des grandes déclarations? Va-t-on guerre qui ne coûte rien sur un plateau de télévision? Parce que c'est pas vous qui allez sur le front. Parce que c'est pas vous, les soldats français, qu'on va envoyer sur le front demain, si on suit. Si on suit. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Les déclarations du président de la République lui-même. Donc je vous dis, oui, bien sûr, la voie diplomatique est une voie complexe, mais il y a des initiatives qui sont prises, qui ont été prises par la Chine, il y a des initiatives qui ont été prises par le Vatican. Je pense que la France devrait appuyer ces initiatives-là, plutôt que de s'entêter dans une voie militaire qui est une impasse. Voilà, et parlons sérieusement de ce sujet, plutôt que de se jeter à la figure des anathèmes qui sont ridicules. Vous dites qu'il faut négocier la paix, il faut faire une grande conférence. On négocie avec Vladimir Poutine? Oui, bien sûr, on est obligé de négocier avec notre adversaire. Mais encore une fois, négocier avec notre adversaire ne veut... Mais tu vois, encore une fois, la question du journaliste est bizarre. Pourquoi on dirait non? Non, ça va impliquer militairement un rapport de force où il faut détruire l'adversaire. Ben non, il faut même négocier avec notre ennemi qui est Vladimir Poutine. Enfin, je comprends pas les trucs comme ça. On ne peut pas dire céder à ses exigences ou à ses revendications. Obligé, vous avez parlé de ralliement aux positions de Vladimir Poutine, c'est jamais ce que j'ai défendu. Mais précisément, quand il y a un conflit, une guerre, vous devez négocier avec les différents belligérants de cette guerre. C'est la seule solution pour obtenir la paix. Benjamin Haddad, pensez-vous qu'on y va à la guerre? Et deuxième question, pensez-vous qu'Emmanuel Macron dit trop tôt et tout haut ce que tout le monde redoute tout bas? Non, je crois qu'Emmanuel Macron envoie un message de fermeté. Il dit à Vladimir Poutine qu'on tiendra le rapport de force, qu'on ne lâchera pas les Ukrainiens, même si les Américains lâchent, et que sa stratégie, parce que c'est Vladimir Poutine, encore une fois, le va-t-en-guerre, c'est lui qui a choisi la stratégie de l'agression et de refuser les négociations et la diplomatie, sa stratégie ne fonctionnera pas. Et donc nous, on donne aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Quand le président de la République, d'ailleurs, en disant qu'il n'y avait pas de consensus, donc pour l'instant, cette solution n'était pas sur la table. Mais en disant qu'on pourrait envisager à terme l'envoi de troupes, il ne parle pas, contrairement à ce qui vient d'être dit et qui est extrêmement caricatural, de soldats qui viendraient se battre sur le front, mais de personnel qui viendrait faire de la maintenance, de la formation, de l'instruction. Je vous donne un exemple très précis. C'est pas vrai. Le canon César que l'on livre à l'Ukraine, on a besoin de le sortir d'Ukraine pour pouvoir faire les instructions, pouvoir faire la maintenance. Et donc là, c'est ce que le président et peut-être d'autres partenaires envisagerait. Je crois que c'est le rôle historique de la France d'appeler au sursaut de ses partenaires et de maintenir la pression sur Poutine. Merci à... Moi, je me demande un truc. Peut-être que les gars, je suis pas spécialiste en géopolitique, mais le fait d'avoir perdu du terrain en Afrique, tant mieux pour les Africains, parce que vas-y, la France, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait en Afrique, au profit de la Russie. Est-ce que vous pensez que, je crois que c'est le Mali, Burkina Faso, bref, il y a 3 pays qui ont fait un coup d'État et qui sont devenus quasiment pro-russes. Je me demande s'il y a une escalade de la violence. Niger, merci. S'il y a une escalade de la violence, les mecs, est-ce que vous pensez que dans ce tripartite-là, dans ces 3 pays, il y a moyen que des militaires maliens peuvent être envoyés pour combattre la France? Moi, je suis curieux de savoir ça, les mecs. Hein. Franchement, la géopolitique, c'est un domaine qui peut me fasciner, en vrai. Moi, je suis un petit peu fasciné par ce domaine-là. Peut-être. Pas con. Ouais, mais franchement, les gars, je vous jure, hein, le fait qu'on a perdu du terrain diplomatique et militaire en Afrique, va peut-être militairement nous tuer aussi, les gars. C'est une question qu'on se pose. Faut que je m'achète un livre, les mecs. Conseillez-moi un livre en géopolitique. Je veux avoir un diplôme Doflamingo expert en géopolitique au bout de 5 ans. Je dois passer une licence. Non, mais c'est trop intéressant, les mecs. Là, il y a le Ouganda aussi. Ok. Mais c'est trop intéressant, les mecs. C'est trop intéressant, l'art de la guerre. Pas un Chinois qui a écrit l'art de la guerre. Le grand échiquier de Brzezinski. En vrai, ça m'intéresse de ouf, genre ça m'intéresse de ouf, ces échéances, ces mouvements de pays.
C'est